quand j'ai été transportée d'urgence à l'hôpital après une mauvaise chute, j'étais certaine que ma famille serait là. Mais quand j'ai ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital, il n'y avait pas un seul visage familier autour de moi. Aucun appel, aucune fleur. Seule l'indifférence pesait lourdement dans l'air. Ils avaient décidé qu'on n'avait plus besoin de moi, que je n'en valais plus la peine. Mais ils ignoraient une chose essentielle. Cette nuit-là, seule dans mon lit, j'ai pris une décision silencieuse et réfléchie qui allait tout changer. Et quand le moment est venu de lire les documents, ils ont eu un choc qu'ils n'oublieront jamais. Si cette histoire vous touche, cliquez sur s'abonner et laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez. Je suis très curieuse de savoir d'où vous venez. Je m'appelle Margaret Campbell et j'avais 68 ans le jour où tout a basculé. J'avais passé ma vie en tant qu'infirmière, d'abord dans l'hôpital animé de Portland, puis dans une clinique plus calme à Salem, en Oregon, où la vie était plus lente et les gens se connaissaient encore par leur nom. Après ma retraite, il y a 5 ans, j'avais trouvé un rythme qui me convenait. Jardiner, faire du bénévolat à la bibliothèque et regarder le monde passer depuis ma véranda ensoleillée. Ce matin-là avait commencé comme n'importe quel autre. Le soleil du début de septembre entrait doucement par la fenêtre de la cuisine, baignant tout dans une lumière chaude et paisible. J'avais préparé un petit déjeuner simple, des œufs brouillés, du pain grillé, avec un peu de confiture d'orange. Et j'avais passé 1 heure à arroser les plantes de la véranda. Il y avait une fraîcheur dans l'air qui annonçait l'arrivée de l'automne, et j'ai souri à l'idée de bientôt ressortir mes pulls préférés. À l'intérieur, la maison sentait légèrement le cirage au citron et la cannelle, les restes du grand ménage de la veille. J'ai décidé que c'était le jour parfait pour m'attaquer au grenier, un projet que j'avais remis à plus tard tout l'été. Il y avait de vieilles boîtes là-haut, remplies de souvenirs que je n'avais pas touchés depuis des années. Les trophées de lycée d'Harold, les dessins de maternelle de Sarah, mon propre diplôme d'infirmière, toujours encadré dans un bois de noyer fondu. J'ai cherché l'escabeau dans le garage, me sentant un peu ridicule d'être aussi déterminée à tout faire toute seule. Mais j'avais toujours été indépendante. Même après le décès d'Harold, même après que Sarah et les petits-enfants aient déménagé à plusieurs états de là, je me débrouillais seule. J'ai placé l'échelle sous la trappe du grenier, et je suis montée avec précaution, marche par marche, ignorant le petit élancement dans mes genoux. La porte du grenier s'est ouverte facilement, et je me suis hissée dans l'espace poussiéreux, toussant légèrement, à cause de l'air moisi. L'ampoule au-dessus de ma tête a clignoté avant de s'allumer avec un bourdonnement obstiné. J'ai repéré la boîte que je voulais, rangée dans un coin éloigné, et j'ai avancé vers elle, faisant attention de ne marcher que sur les poutres en bois. J'ai travaillé lentement, triant de vieilles photos, des couvertures usées, une collection d'équipements de pêche d'Harold dont je n'avais pas eu le cœur de me séparer. 1 heure a passé avant que je me rende compte à quel point j'étais fatiguée. Mes genoux me faisaient mal et le bas de mon dos protestait à chaque fois que je me penchais. J'ai décidé de descendre une dernière boîte avant de clore cette journée. Équilibrant le carton dans mes bras, je suis reculée lentement vers l'échelle. Mon talon a trouvé le haut de l'échelon et j'ai commencé ma descente, millimètre par millimètre, avec prudence. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Peut-être que mon pied a glissé. Peut-être que mon équilibre a flanché. Peut-être que la boîte a bougé juste assez pour me déséquilibrer. Tout ce que je sais,
c'est que le monde a basculé brusquement, que les bords de la trappe du grenier ont défilé devant mes yeux. Puis, il n'y a eu que la pesanteur, suivie d'un impact violent et douloureux. Une douleur a explosé dans tout mon côté gauche, rayonnant comme une onde de choc. La boîte s'est écrasée à côté de moi, déversant des décennies de souvenirs sur le sol. Pendant un instant, je ne pouvais ni bouger, ni penser. Je pouvais seulement rester là, haletante, clignant des yeux face à la lumière vive et intrusive au-dessus de ma tête. Quelque part dans le brouillard, je me suis rendu compte que ma hanche me faisait mal. Une douleur profonde, intense, qui me donnait la nausée. Mon instinct me disait que quelque chose était cassé. Des années d'expérience en tant qu'infirmière m'avaient appris le langage des blessures, et ce n'était pas une simple entorse ou une ecchymose. J'ai eu du mal à atteindre mon téléphone portable, qui était tombé de ma poche pendant la chute et qui était maintenant juste hors de ma portée. Chaque mouvement envoyait de nouvelles décharges de douleur à travers mon corps. Les larmes ont brouillé ma vision, alors que je rampais vers le téléphone. J'ai finalement réussi à le saisir de mes doigts tremblants. J'ai appelé le 911, ma voix à peine plus qu'un croassement, et j'ai réussi à donner mon adresse avant que la douleur ne me submerge à nouveau. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils ont été gentils et efficaces, me parlant d'un ton bas et rassurant, pendant qu'ils stabilisaient ma jambe et me soulevaient sur le brancard. Je tenais fermement la casquette de pêche d'Harold dans ma main, une chose ridicule à laquelle s'accrocher, mais je ne pouvais pas la lâcher. Pendant qu'il me chargeait dans l'ambulance, la réalité a commencé à s'imposer. J'aurais besoin d'une opération. Je serais alitée pendant des semaines, peut-être des mois. Je serais vulnérable. Mais à travers le brouillard de la douleur et de la peur, une pensée est apparue, réconfortante à l'époque. Sarah viendrait. Elle amènerait les petits-enfants. Elle s'assiérait à mon chevet, me tiendrait la main et me raconterait des histoires amusantes pour me faire rire à travers la douleur. Derek râlerait, mais il viendrait aussi, parce que la famille faisait ça l'un pour l'autre. Cette conviction m'a bercée pendant le trajet en ambulance, à travers la précipitation aux urgences, à travers la piqûre froide des aiguilles de perfusion et le brouillard étourdissant des radiographies. Quand ils m'ont emmenée dans une chambre d'hôpital, petite, stérile et bourdonnant d'une activité calme, je continuais de jeter un coup d'œil vers la porte, m'attendant à ce qu'elle s'ouvre à tout moment pour y voir le visage inquiet de Sarah. Mais les heures ont passé, et la porte est restée fermée. Des infirmières se sont affairées, réglant les moniteurs, vérifiant mes signes vitaux, offrant des sourires polis et professionnels. Le ciel dehors est passé du doré de l'après-midi au violet sombre, puis au noir profond et indifférent de la nuit. Personne n'est venu. Je somnolais, la morphine atténuant les bords les plus vifs de la douleur, mais pas le mal plus profond qui me rongeait le cœur. Au matin, j'ai réalisé que la croyance à laquelle je m'étais accrochée, la certitude que la famille serait toujours là en cas de besoin, était aussi fragile et brisée que l'os de ma hanche. Et quelque part au fond de moi, quelque chose a commencé à se durcir. Une prise de conscience, un jugement. Il m'avait laissé seule, mais je ne serais pas sans défense, plus maintenant. La chambre d'hôpital m'a semblé encore plus froide le lendemain matin. Les murs blancs et stériles reflétaient la lumière grise de l'aube, rendant tout délavé et mince, comme une photo laissée trop longtemps au soleil. Je suis restée immobile, sentant le poids lourd des couvertures sur mes jambes, la douleur de ma hanche cassée, comme un rugissement constant et sourd sous l'effet des médicaments. Les infirmières allaient
et venaient au rythme calme et habituel. Elles ajustaient ma perfusion, vérifiaient mes signes vitaux, murmuraient des questions sur mon niveau de douleur. Je répondais par des hochements de tête ou des mots simples, économisant mon énergie. Mon corps était fatigué, mais c'était le vide en moi qui m'épuisait le plus. Chaque fois que la porte s'ouvrait, chaque fois que des pas s'approchaient dans le couloir, une petite lueur d'espoir jaillissait dans ma poitrine, pour s'éteindre avec un sifflement douloureux, quand ce n'était qu'une autre infirmière, un autre aide-soignant, un autre étranger avec un presse-papier. En milieu de matinée, j'ai réalisé que j'attendais quelque chose qui n'allait pas arriver. Aucun visiteur, aucune fleur, aucun appel. J'ai tourné légèrement la tête sur l'oreiller raide et j'ai regardé la chaise vide à côté de mon lit, celle qu'il plaçait toujours pour les proches. Elle était là comme un monument à ma solitude, un rappel de ce qui aurait dû être et qui n'était pas. De l'autre côté du couloir, j'entendais des rires. Une grande famille s'était rassemblée dans la chambre d'un autre patient. Leur voix était vive et musicale, se chevauchant de cette manière chaotique et affectueuse que les familles ont. J'ai entendu un petit garçon demander s'il pouvait pousser le fauteuil roulant de sa grand-mère. J'ai entendu une fille expliquer une nouvelle recette qu'elle avait essayée. J'ai entendu la voix d'un homme, probablement le fils du patient, plaisanter qu'il allait faire passer une pizza en douce parce que la nourriture de l'hôpital était un crime. Ces bruits étaient un couteau qui s'enfonçait profondément dans les endroits doux que je pensais être protégés. J'ai détourné mon visage de la porte, clignant fortement des yeux face à la piqûre soudaine. Des souvenirs sont remontés à la surface sans y être invités. Sarah, à 6 ans, grimpant dans mon lit le matin de Noël, criant de joie à propos des cadeaux. Sarah, à 14 ans, boudant parce que je l'avais forcée à rester à la maison pour étudier au lieu d'aller à une fête. Sarah, à 21 ans, en robe et toque de diplômée, des larmes de joie coulant sur son visage alors qu'elle me serrait plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. J'avais été là pour chaque genou écorché, chaque chagrin d'amour, chaque triomphe. Où était-elle maintenant? J'ai essayé d'être raisonnable. Peut-être qu'elle était occupée. Peut-être que Derek avait besoin de la voiture. Peut-être que les enfants avaient un entraînement de foot ou un projet scolaire ou n'importe quelle autre chose qui semblait urgente sur le moment. La vie était compliquée. Je savais ça. J'en avais assez vécu pour comprendre à quel point les bonnes intentions pouvaient être facilement avalées par les exigences du quotidien. Mais la raison ne pouvait pas noyer la vérité. S'ils avaient voulu venir, ils seraient venus. Si j'avais compté assez, ils auraient été là. La prise de conscience s'est abattue sur moi comme une lourde couverture, suffocante et froide. L'infirmière est entrée avec mon plateau de déjeuner. Un morceau de poulet pâle, une boule de purée de pommes de terre, qui ressemblait plus à de la pâte, et quelques tristes haricots verts nageant dans de l'eau tiède. Elle l'a posé avec un sourire de compassion, a demandé si j'avais besoin d'autre chose, puis est repartie. Je n'ai pas touché à la nourriture. À la place, j'ai regardé par la fenêtre, observant une corneille se pavaner sur le rebord à l'extérieur, ses plumes noires brillantes sous la faible lumière du soleil. Elle s'est arrêtée, a penché la tête vers moi, puis s'est envolée en un battement d'ailes. Le silence, après son départ, m'a semblé absolu. Vers midi, j'ai essayé d'appeler Sarah. L'appel est passé à la messagerie vocale après 2 sonneries. J'ai laissé un message. Ma voix était précautionneuse et légère, disant que j'espérais qu'elle allait bien, que j'aimerais la voir si elle avait le temps. Je n'ai pas mentionné la douleur.
Je n'ai pas mentionné la solitude. J'ai enveloppé mon besoin dans de la politesse, et je l'ai envoyé comme un fragile bateau en papier sur une mer agitée. Les heures ont passé. Pas de réponse. Plus tard, une infirmière a apporté une tablette, me proposant de m'aider à faire un appel vidéo avec ma famille si je le souhaitais. Je l'ai remerciée et j'ai refusé. Je ne pouvais pas supporter de rester assise là, à regarder un écran vide, en faisant semblant de ne pas remarquer que personne ne répondait. En soirée, les rires de l'autre côté du couloir s'étaient calmés. Les visiteurs s'en sont allés, promettant de revenir le lendemain. Les couloirs de l'hôpital se sont vidés et le monde dehors a sombré dans l'obscurité. Je suis restée là, écoutant le bourdonnement des machines, le cliquetis lointain d'un chariot poussé dans le couloir, les annonces étouffées du poste de soins infirmiers. La solitude était une chose vivante maintenant. Elle se levait dans les coins de la pièce, pressant mes côtes avec des mains invisibles. Je leur avais tout donné. Mon temps, mon soutien, mes sacrifices. Et au moment où j'avais besoin d'eux, non pas pour de l'argent, non pas pour des services, juste pour leur présence, ils avaient disparu. Peut-être qu'ils pensaient que je serais toujours là, un meuble permanent, immuable et éternel. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils avaient le temps, mais je savais mieux maintenant. Je savais à quelle vitesse le temps pouvait s'écouler. Allongé dans le noir, j'ai pris une décision, non pas par colère, ni même par douleur, mais par une compréhension froide et claire. Je ne les attendrai plus. Je ne m'en dirai plus des miettes de leur attention. Si je devais reconstruire ma vie, ce serait à mes conditions, et ça commencerait ce soir. La chambre vide m'avait appris quelque chose qu'aucune leçon, aucune dispute, aucune supplication n'aurait pu m'apprendre. Elle m'avait appris que parfois, on doit fermer la porte soi-même, non pas pour punir les autres, mais pour protéger ce qu'il reste de soi-même. Le lendemain matin, une lumière fine s'est infiltrée à travers les stores de l'hôpital, peignant des rayures pâles sur le sol poli. J'étais éveillée bien avant que les infirmières ne fassent leur tournée, bien avant que les chariots de petit déjeuner ne cliquettent dans les couloirs. Je fixais le plafond, écoutant le bip régulier du moniteur, à côté de mon lit, sentant chaque seconde s'étirer sans fin. La douleur dans ma hanche était gérable maintenant, atténuée par les médicaments. Mais la douleur en moi s'était aiguisée pendant la nuit, affûtée en quelque chose de froid et de clair. Le silence de la pièce pesait sur moi, et pour la première fois, je ne l'ai pas repoussé. Je l'ai laissé s'installer dans ma peau, dans mes os, dans les espaces qui avaient été creusés par des années d'attente mal placées. C'est dans ce silence que la prise de conscience m'a frappée, non pas comme une eau blande qui se lève à l'horizon, mais comme un éclair, soudain et aveuglant. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils avaient choisi de ne pas venir. Ce n'était pas une question d'emploi du temps, chargé ou de mauvais timing. Ce n'était pas une question d'urgence ou d'accident. C'était un choix, délibéré et cruel dans son caractère décontracté. Ils avaient choisi leur confort au détriment de mes besoins. Ils avaient choisi leur tranquillité au détriment de ma douleur. Et en faisant cela, ils m'avaient montré exactement où je me situais dans la hiérarchie de leur vie. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à relier leur vie avec des fils invisibles, garder les petits-enfants à la dernière minute, écrire des chèques pour couvrir les factures qu'ils ne pouvaient pas payer, cuisiner des repas, offrir des conseils qui étaient rarement suivis, mais toujours attendus. J'ai pensé aux fêtes passées à recevoir quand j'aurais préféré me reposer, aux anniversaires dont on se souvenait
avec des cadeaux choisis, avec soin, et payés avec une pension de plus en plus petite, aux encouragements murmurés sur des tasses de café pendant leurs moments de doute. Rien de tout cela n'avait été suffisant pour acheter une visite quand j'étais brisée et seule. Rien de tout cela n'avait été suffisant pour justifier une seule veille à mon chevet. Le poids de cette vérité s'est abattu lourdement sur ma poitrine, mais en dessous, quelque chose d'autre s'est agité. Ce n'était pas de la colère, ce n'était même pas de la tristesse, pas de la manière dont je m'y attendais. C'était de la clarté, vive, vivifiante, indéniable. Toute ma vie, j'avais cru que l'amour signifiait donner sans compter, sacrifier, sans rien attendre en retour. J'avais construit ma valeur autour du fait d'être indispensable, invisible dans mon soutien, mais toujours présente dans ma loyauté. Et je leur avais appris, à travers chaque accommodation silencieuse, que je serais toujours là, peu importe le peu qu'ils me rendaient. Mais l'amour sans respect n'était pas de l'amour du tout. C'était de la servitude. C'était un effacement. J'ai repensé à Harold, à la dignité tranquille qu'il avait portée tout au long de sa vie, à la façon dont il me regardait dans les yeux, chaque fois qu'il me remerciait pour quelque chose, même quelque chose de petit. Il m'avait vu, il m'avait valorisé. J'ai réalisé maintenant à quel point ce cadeau avait été rare, à quel point j'avais facilement supposé qu'il serait reproduit dans les générations suivantes. J'ai tourné légèrement la tête sur l'oreiller et j'ai regardé le journal relié en cuir qui était resté sur la table de chevet, non ouvert. C'était un cadeau d'Harold pour notre 40e anniversaire de mariage. Un endroit pour écrire des rêves, m'avait-il dit, pour toutes les aventures que nous n'avions pas encore vécues. J'avais écrit dedans sporadiquement, au fil des ans, des listes d'endroits que je voulais visiter, des recettes que je voulais essayer, des livres que je voulais lire. Après la mort d'Harold, les entrées étaient devenues plus nostalgiques, plus hypothétiques. Maintenant, en le regardant sous la lumière froide du matin, je le voyais différemment. Ce n'était pas un registre de possibilités perdues. C'était un plan. C'était un rappel que ma vie n'était pas finie, simplement parce que d'autres s'en étaient allés. C'était une déclaration que j'avais encore des choix. J'ai bougé légèrement, grimaçant à la vive douleur dans ma hanche, et j'ai attrapé le journal. Mes doigts ont effleuré le cuir doux, et pendant un instant, je l'ai simplement tenu, sentant son poids, sa promesse. Puis je l'ai ouvert sur une nouvelle page. Avec le stylo de l'hôpital laissé par une infirmière, j'ai commencé à écrire, non pas dans l'écriture soignée et précautionneuse que je réservais habituellement aux lettres et aux listes, mais avec des traits gras et désordonnés. J'ai écrit ce que je voulais. J'ai écrit ce que je ne tolérerais plus. J'ai écrit ce que je construirais pour moi-même, sans excuse, sans compromis. Les mots sont sortis de moi, bruts et urgents, formant une carte pour revenir à moi-même. Quand j'ai eu fini, j'ai posé le stylo et j'ai fermé le journal, sentant une étrange légèreté s'installer en moi. Ce n'était pas du bonheur, pas encore, mais c'était le début de quelque chose de meilleur que le bonheur. C'était la libération. Je savais ce que je devais faire ensuite, pas par méchanceté, pas par vengeance, mais par une compréhension simple et profonde que ma vie m'appartenait. Ce soir-là, quand l'infirmière de nuit est venue vérifier mes signes vitaux, je lui ai demandé si elle pouvait m'amener le notaire de l'hôpital. Elle a semblé surprise, mais a hoché la tête. Il y avait des formulaires à remplir, des papiers à préparer, des appels à passer. Je changerai mon testament ce soir-là. Je redessinerai les lignes de mon héritage avec la même main ferme que j'avais autrefois utilisée
pour recoudre des blessures aux urgences, parce que je méritais de laisser derrière moi plus que le silence et la déception. Je méritais de laisser un témoignage de la femme que j'avais toujours été, pas invisible, pas oubliée, incassable. Les couloirs de l'hôpital sont devenus plus calmes à mesure que la soirée s'installait. Les sons qui avaient rempli la journée, le cliquetis des chariots, le bruit doux des pas des infirmières, le faible murmure des visiteurs, se sont fondus dans un silence profond et lourd, brisé seulement par le bip occasionnel des moniteurs lointains. Je suis resté éveillé. Mon cœur était stable, mon esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des semaines. La décision était prise, et maintenant, il ne restait plus qu'à la mettre en œuvre. Un peu après 9 heures, l'infirmière de nuit, une femme gentille nommée Hélène, est entrée dans ma chambre avec un presse-papier dans une main et un petit sourire sur son visage. Elle a murmuré que le notaire, M. Harold Bennett, était arrivé. Elle a dit qu'il entrerait discrètement pour ne pas déranger les autres patients. Je l'ai remercié à voix basse, sentant un étrange et régulier courant d'anticipation bourdonner sous ma peau. Quelques minutes plus tard, Harold Bennett est entré dans la pièce. C'était un homme plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, avec des cheveux blancs qui s'éclaircissaient et une sacoche en cuir en bandoulière. Sa présence était calme, posée, comme s'il comprenait le poids de moments comme celui-ci, sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Il a tiré la chaise vide à côté de mon lit, la même chaise qui était restée vacante pendant tout ce temps, et a posé sa sacoche sur ses genoux. Nous avons échangé quelques mots calmes. Il a demandé si j'étais certaine, si j'étais saine d'esprit, si je souhaitais continuer. J'ai répondu oui à toutes ces questions sans hésitation. Il n'y avait plus d'incertitude en moi, plus d'hésitation. Il a sorti un petit ordinateur portable et une pile de formulaires soigneusement imprimés. La douce lumière de l'écran de l'ordinateur portable a illuminé les lignes sur son visage, du genre de celles qui viennent de longues années passées à écouter plus qu'à parler. Pendant qu'il tapait, il a posé des questions simples sur mes souhaits, sur la manière dont je voulais distribuer les choses que j'avais passé une vie à construire. J'ai parlé clairement, fermement, sans hésitation. Je n'ai rien laissé au hasard. Mes modestes économies, ma maison, mes affaires personnelles, tout cela irait à des causes et à des personnes qui avaient prouvé leur loyauté et leur gentillesse, non pas par des mots, mais par des actions. J'ai nommé la bibliothèque pour enfants locales comme principal bénéficiaire, un endroit qui m'avait apporté de la joie, à moi et à tant d'autres, au fil des ans. J'ai désigné une bourse d'études pour les étudiants en soins infirmiers, au collège communautaire, où j'avais autrefois donné des cours. J'ai nommé mon amie de longue date, Carol Simmons, qui m'avait rendu visite pendant mon deuil, après la mort d'Harold, alors que personne d'autre ne l'avait fait, comme bénéficiaire de ma voiture et d'une petite fiducie. Il n'y a eu aucune donation pour Sarah ou Derek. Pas de cadeau symbolique. Pas d'excuses creuses, habillées en langage juridique. Ils avaient fait leur choix. Et maintenant, je faisais les miens. Harold a travaillé méthodiquement, imprimant des pages depuis son imprimante portable et les plaçant devant moi une par une. J'ai lu chaque ligne attentivement, même si mon corps me faisait mal et que mes paupières se faisaient lourdes. Je ne laisserai pas la fatigue voler la signification de cette nuit. Hélène est revenue discrètement avec 2 autres membres du personnel pour servir de témoins. Ils se sont tenus près de la porte avec respect, comprenant, peut-être plus qu'ils ne le montraient,
la gravité de ce dont ils étaient témoins. Avec une main qui ne tremblait que légèrement, j'ai signé chaque page. Margaret Campbell. Margaret Campbell. Margaret Campbell. Chaque signature était un acte de réappropriation, une ligne tracée à l'encre pour séparer la femme que j'avais été de la femme que j'avais choisi de devenir. Quand le dernier document a été signé et scellé, Harold a rangé ses affaires dans sa sacoche avec le même soin qu'il avait montré tout au long du processus. Il m'a tendu une copie des documents et a placé les originaux en toute sécurité dans un dossier qui serait classé correctement le lendemain matin. Au moment de partir, il s'est arrêté, me regardant avec une sorte de respect silencieux. « Vous avez fait des choix clairs ce soir, » a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, incapable de trouver des mots pour exprimer le mélange de tristesse et de force qui me remplissait. Il n'a pas demandé plus. Il a simplement incliné la tête en signe d'adieu et s'est glissé dans le couloir, ses pas s'estompant dans le silence de la nuit. Hélène est entrée peu après pour vérifier ma perfusion et me couvrir d'une couverture supplémentaire. Elle n'a pas parlé, mais elle m'a donné une brève et rassurante pression sur la main, avant de me laisser seule à nouveau. Mais ce n'était pas le même genre de solitude. Ce n'était pas le genre de solitude vive et douloureuse qui ronge les bords de l'âme. C'était un genre de solitude différent, une solitude forte et délibérée, née non pas de l'abandon, mais d'un choix. Je me suis réinstallée contre les oreillers, les documents signés, posés sur la table de chevet, à portée de main. Dehors, les lumières de la ville scintillaient comme une galaxie lointaine, intouchable et froide. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus rien à pleurer, seulement quelque chose de nouveau à construire. Le lendemain, l'hôpital me laisserait sortir. Le lendemain, je marcherais, ou serais poussée, dans un monde où je ne jouerais plus le rôle de bienfaitrice silencieuse pour des gens qui voyaient mon amour comme une obligation. Le lendemain, ma vie recommencerait, et elle m'appartiendrait, entièrement et sans remords, du premier souffle du matin au dernier rayon de lumière du crépuscule. Le matin après la signature des papiers, je me suis réveillée avec une étrange sensation de légèreté, comme si un poids que j'avais porté pendant des décennies avait enfin été posé quelque part derrière moi. La chambre d'hôpital était toujours la même, stérile, froide, impersonnelle. Mais quelque chose en moi avait changé. La chambre n'était plus un lieu d'abandon. C'était un lieu de transformation. Je me suis assise avec précaution, sentant la raideur dans ma hanche, et j'ai regardé la table de chevet. Là, soigneusement empilées, se trouvaient les copies des documents qu'Harold m'avait laissés. Mon Nouveau Testament, mon nouvel héritage. Je les ai attrapés avec des mains, qui ne tremblaient plus. L'infirmière est entrée un peu après 7 heures, joyeuse et rapide, annonçant que mes papiers de sortie étaient en cours de préparation et que la physiothérapie organiserait une première visite à domicile plus tard dans la semaine. J'ai hoché la tête, l'entendant à peine. Mon esprit était ailleurs, passant en revue les détails de ce qui devait être fait ensuite. Après le petit déjeuner, un plateau d'œufs caoutchouteux et de café trop infusé que j'ai à peine touché, j'ai demandé l'accès au petit centre d'affaires de l'hôpital. Hélène m'a poussé dans le couloir, ses mains fermes sur les poignées du fauteuil roulant, et m'a laissé devant une pièce simple, avec quelques bureaux, une imprimante et un ordinateur. Je me suis connectée et j'ai commencé à taper un email à mon avocate à Salem, une femme nommée Teresa Barnes, qui s'était occupée de mes affaires après le décès d'Harold. J'ai expliqué la situation brièvement mais clairement.
J'ai joint des copies numérisées du Nouveau Testament, des attestations notariées et des instructions pour la conservation des documents originaux. Je lui ai dit de procéder immédiatement à la mise à jour des registres du comté concernant ma maison et de contacter les institutions où mes modestes investissements étaient détenus. Je lui ai demandé d'informer les nouveaux bénéficiaires discrètement, sans tapage ni divulgation prématurée. Tout devait être inattaquable, définitif, irréversible. Quand j'ai terminé, je me suis adossée à la chaise raide et j'ai poussé un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. C'était fait. La vie que j'avais construite, les modestes économies, les petites mais significatives possessions, la maison qu'Harold et moi avions remplie de décennies de rires, de disputes, de matins calmes et de dîners chaleureux, irait désormais à des endroits qui perpétueraient quelque chose de mon esprit, à des personnes qui avaient besoin d'une aide, pas d'une aumône, à des causes qui n'oublieraient pas qui avait cru en elles, pas à ceux qui ne se souvenaient de moi que quand c'était pratique. J'ai pensé à Sarah et Derek, aux expressions choquées que j'imaginais qu'ils auraient quand ils apprendraient la vérité. J'ai pensé aux disputes qu'ils auraient, aux accusations qu'ils se lanceraient, aux reproches qu'ils jetteraient dans toutes les directions, sauf la leur. Et j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Leur déception n'était plus mon fardeau. Leur colère n'était plus mon problème. J'avais vécu assez longtemps en jouant le rôle de la pacificatrice, de celle qui arrange tout, de la donneuse silencieuse. Maintenant, j'étais quelque chose de complètement différent. Quelqu'un qui avait repris le pouvoir que d'autres avaient siphonné, morceau par morceau. Quand je suis retournée dans ma chambre, un planificateur de sortie m'attendait avec des formulaires à signer et des brochures sur les services de soins à domicile. J'ai écouté poliment, j'ai hoché la tête quand il le fallait, et j'ai pris des dispositions pour qu'un service de transport médical me ramène chez moi le lendemain. J'aurais besoin d'un déambulateur pendant un certain temps, peut-être même d'une assistance à la maison. Mais cette pensée ne m'a pas fait peur, comme elle l'aurait pu il y a une semaine. Je n'étais pas seule, je m'avais moi-même. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que de longues ombres remplissaient les coins de la pièce, j'ai ouvert à nouveau mon journal. Le même qu'Harold m'avait donné il y a toutes ces années. J'ai tourné une page vierge et j'ai écrit une seule phrase. Ma vie m'appartient. En dessous, j'ai commencé une nouvelle liste, de petites choses d'abord. Faire une promenade dans le jardin, refaire du pain maison, finir le roman que j'avais commencé mais abandonné il y a des années, visiter la côte et regarder le coucher du soleil sur l'océan, faire du bénévolat au refuge pour animaux, organiser un goûter pour les amis du quartier qui étaient tranquillement devenus une nouvelle sorte de famille au cours des derniers mois. Chaque entrée était un rappel que mes jours pouvaient encore être remplis, non pas parce que quelqu'un avait besoin que je remplisse les leurs, mais parce que je méritais de remplir les miens. Quand l'infirmière de nuit est venue vérifier ma tension artérielle, elle a jeté un coup d'œil au carnet sur mes genoux et a souri. « Vous faites des projets ?» a-t-elle demandé. J'ai souri en retour. « Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai dormi profondément cette nuit-là, sans être troublée par des rêves. Dehors, les étoiles tournaient lentement dans le ciel, indifférentes au drame humain, stables et sûres dans leurs orbites. Demain, je quitterai cet endroit. Demain, je rentrerai chez moi. Mais pas à la vie que j'avais connue auparavant, à une nouvelle, celle que j'avais choisie, celle que j'avais réclamée, celle que je vivrais, pleinement, férocement et sans excuse.
Le jour où je suis rentrée à la maison, le ciel était lourd de nuages gris et bas qui menaçaient de pleuvoir sans jamais y parvenir. Le trajet dans le van médical était chaotique, le genre de secousse qui rendait chaque fissure du trottoir personnelle. Quand nous nous sommes arrêtés devant mon modeste bungalow, je suis restée assise un moment, regardant la porte d'entrée avec un étrange mélange d'appréhension et de soulagement. C'était mon refuge, mais c'était aussi un endroit qui avait autrefois été si étroitement lié à une vie que je pensais encore vivre. Le chauffeur m'a aidé à entrer, posant mon petit sac de nuit sur la table de la cuisine avant de me faire un signe de tête poli et de disparaître dans l'allée. Je suis restée dans l'entrée, serrant les poignets de mon nouveau déambulateur, et j'ai laissé le silence de la maison m'envelopper comme une vieille couverture. Ça sentait légèrement le citron et le cèdre, comme toujours. L'horloge sur le mur tic-taquait en défiant tout ce qui avait changé. J'ai lentement rejoint le salon, m'installant dans le vieux fauteuil inclinable d'Harold près de la fenêtre. De là, je pouvais voir les rosiers qu'il avait plantés il y a tant d'années, maintenant sauvages et indisciplinés sans sa taille soigneuse. Cette vue m'a serré la gorge, mais j'ai ravalé cette émotion. Il y avait trop à faire pour me perdre dans la sentimentalité. Je n'étais pas rentrée chez moi depuis plus d'une heure quand le premier appel est arrivé. Le téléphone a sonné brusquement, perçant le silence comme un coup de fouet. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher, sachant déjà qui ce serait. La voix de Sarah s'est déversée dans le combiné, douce et tendue, pleine de préoccupations, apprise par cœur. Elle s'est excusée de ne pas être venue me voir, a dit que la vie avait été folle avec les enfants, le travail, le nouveau projet de Derek. Elle espérait que j'allais mieux. Elle a demandé quand elle pouvait passer et si j'avais besoin de quelque chose. Ses mots se bousculaient, frénétiques et essoufflés, comme un enfant qui essaie de se tirer d'une punition qu'il sait mériter. J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai laissée dans cet espace inconfortable entre les mots, un espace qu'elle avait autrefois exigé que je remplisse de réconfort. Finalement, je l'ai remerciée d'avoir appelé et j'ai dit que j'allais bien. C'était tout. Le silence de l'autre côté était palpable. Elle a demandé si j'avais reçu les fleurs qu'elle avait envoyées. J'ai dit qu'aucune fleur n'était arrivée. Plus de silence. Puis, elle a marmonné quelque chose à propos d'un retard et a promis de passer bientôt. J'ai pu entendre la voix de Derek faiblement en arrière-plan, vive et impatiente, et l'appel s'est terminé par un au revoir précipité. J'ai posé le téléphone avec précaution et je me suis penchée en arrière dans le fauteuil. Ce n'était pas l'excuse dont j'avais besoin. Ce n'était même pas vraiment à propos de moi. C'était à propos de la culpabilité. La culpabilité avait finalement réussi à percer leur bulle d'égoïsme, mais seulement parce qu'ils avaient réalisé que quelque chose avait changé, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Plus tard, ce soir-là, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Derek. Son ton était différent. Aucune douceur, aucune excuse. Juste une formalité sèche, comme s'il faisait un appel professionnel qu'il trouvait désagréable. Il a demandé comment j'allais, si les médecins pensaient que je me remettrais complètement, si j'avais besoin d'aide pour gérer la maison. Il y avait une suggestion à peine voilée dans sa voix, une sorte de curiosité indiscrète qui n'avait rien à voir avec mon bien-être et tout à voir avec ce que ma situation pourrait signifier pour leur avenir. J'ai gardé mes réponses brèves, polies, détachées. Quand il a abordé les projets à long terme,
et les s'arrangements, je lui ai dit que j'avais tout sous contrôle. Il y a eu une pause, lourde du poids de ce qui n'était pas dit. Puis, il a demandé si nous pouvions nous asseoir un jour et revoir les choses. Il a insisté sur l'importance de la famille, sur le fait qu'ils devaient tous être sur la même longueur d'onde. J'ai souri en l'écoutant, même s'il ne pouvait pas le voir. La page qu'il pensait que nous partagions n'existait plus. Je lui ai dit que nous pourrions parler bientôt, que je le ferais savoir quand je serais prête. Nous avons mis fin à l'appel peu après. Sa voix était tendue de frustration, mal déguisée en inquiétude. Dans les jours qui ont suivi, les appels ont continué, sporadiques et maladroits. Sarah a envoyé des photos des petits-enfants, des visages souriants couverts de crème glacée au chocolat, des trophées de foot brandis fièrement. Elle a écrit des messages parsemés de trop de points d'exclamation, essayant de transmettre une chaleur qui ne m'atteignait plus. Derek a laissé des messages vocaux à propos de faire le point et de discussions futures, toujours enveloppés dans le langage de l'obligation, n'offrant jamais une seule fois une reconnaissance honnête de ce qui avait mal tourné. Chaque sonnerie du téléphone était une petite confirmation du choix que j'avais fait. Chaque message était un rappel de la différence entre une vraie connexion et une obligation déguisée en commodité. Je ne me suis pas précipitée pour les rappeler. Parfois, je ne les rappelais pas du tout. Au lieu de cela, j'ai passé mes journées à reconstruire ma vie à mes conditions. J'ai engagé un jeune voisin pour m'aider avec le jardinage. J'ai pris rendez-vous avec une physiothérapeute pour qu'elle vienne 2 fois par semaine. J'ai commandé des courses en ligne, savourant le petit luxe de choisir exactement ce que je voulais, sans compromis. Et la nuit, quand les appels ralentissaient inévitablement et que le monde redevenait calme, je m'asseyais près de la fenêtre avec un livre ou un jeu de mots croisés et je sentais quelque chose fleurir dans ce silence. La liberté. Pas la liberté de l'abandon ou de la négligence. La liberté du respect de soi. Ils avaient su finalement remarquer mon absence. Mais ils ne m'avaient pas remarqué, moi. Et maintenant, il était trop tard. Je n'attendais plus qu'ils reviennent. Je n'attendais plus d'être choisie. Je m'étais déjà choisie moi-même. Le jour de la réunion est arrivé avec une sorte de lente inévitabilité. L'air était lourd d'une chaleur oppressante qui rendait chaque mouvement plus lourd, et les ventilateurs de plafond de mon petit salon tournaient paresseusement, faisant peu pour réduire l'humidité. J'avais passé la matinée à préparer tranquillement l'espace, à installer une carafe de limonade et une assiette de simple sablé, comme s'il s'agissait d'un après-midi ordinaire, et non du moment qui allait tracer une ligne permanente entre la vie que j'avais connue et la vie que j'avais maintenant choisie. Teresa Barnes, mon avocate, est arrivée la première. C'était une petite femme avec des yeux vifs et intelligents et une voix qui portait une autorité inébranlable, peu importe la douceur avec laquelle elle parlait. Elle m'a serré la main fermement, a posé sa mallette en cuir sur la table basse et a commencé à organiser les papiers qu'elle avait apportés avec un soin méticuleux que j'ai trouvé étrangement réconfortant. Peu après, Sarah et Derek sont arrivés ensemble. La tension entre eux était palpable avant même qu'ils ne franchissent le seuil. Sarah portait un sourire crispé et serrait si fort son sac à main que ses jointures étaient blanches. Derek est entré avec le même air d'indifférence feinte qu'il affichait toujours quand il savait qu'on pourrait lui reprocher quelque chose, mais qu'il pensait pouvoir échapper aux conséquences par la parole. Ils m'ont à peine regardé. Leurs yeux continuaient de se poser sur Teresa, sur l'épaisse pile de documents sur la table,
sur le dossier qui portait mon nom en lettres noires soignées. Nous avons échangé des banalités maladroites pendant quelques minutes, sirotant une limonade qu'aucun d'eux ne semblait goûter. Sarah a commenté à quel point le jardin poussait bien cette année. Derek a posé une vague question sur mon rétablissement, sans attendre de vraies réponses, avant de jeter à nouveau un coup d'œil au papier. Finalement, quand les fausses amabilités ne pouvaient plus s'étirer, Teresa s'est éclairci la gorge et a ouvert le dossier. Elle a commencé à lire. Sa voix était égale, professionnelle, ne donnant aucun poids aux émotions qui s'exprimaient sur les visages de Sarah et Derek à mesure que le contenu du Nouveau Testament était révélé, morceau par morceau. La maison, le foyer qu'ils avaient supposé leur serait naturellement légué sans contestation, devait être vendue après ma mort, le produit de la vente étant donné à parts égales à la bibliothèque pour enfants locales et à une bourse d'études pour les étudiants en soins infirmiers. Mes économies personnelles, modestes mais suffisantes pour compter, avaient été divisées entre les mêmes causes, avec une somme petite mais significative allouée à Carol Simmons pour son amitié inébranlable pendant les moments les plus sombres de ma vie. Ma voiture, mes bijoux, même le contenu de ma maison, chaque objet sentimental qu'ils auraient pu considérer comme leur de droit, avait été soigneusement désigné à des personnes et des organisations qui avaient touché ma vie avec gentillesse et sincérité, et non par obligation. Sarah a haleté de manière audible quand Teresa a lu la partie concernant le don à la bibliothèque. Le visage de Derek est devenu rouge de colère, et il s'est penché en avant comme s'il voulait l'interrompre. Mais Teresa n'a pas fait de pause. Elle a continué avec la détermination calme et implacable de quelqu'un qui avait vu suffisamment de moments de famille laids pour savoir que la seule façon de les traverser était d'aller de l'avant. Quand elle a eu terminé, elle a fermé le dossier avec un bruit sec, mais définitif. Pendant un long moment, le seul bruit dans la pièce a été le tic-tac lent de l'horloge murale. Sarah a été la première à parler. Sa voix était tremblante, moitié sous le choc, moitié en colère. Elle a demandé s'il y avait eu une erreur, si peut-être je n'avais pas compris ce que je signais. Elle a dit cela avec tant de soin, comme si elle marchait sur la pointe des pieds, autour de l'accusation qu'elle voulait clairement faire, que j'étais trop vieille, trop confuse, trop brisée pour savoir ce que je voulais. J'ai croisé son regard avec calme, et je n'ai rien dit. Derek, moins retenu, a laissé sa colère éclater immédiatement. Il a accusé Teresa de me manipuler. Il m'a accusé de trahison. Il a demandé comment je pouvais faire cela à ma propre famille, crachant le mot comme s'il était amer dans sa bouche. À nouveau, je n'ai rien dit. Je ne leur devais pas d'explication. Chaque occasion de compréhension avait été donnée bien avant ce moment. Chaque choix qu'ils avaient fait, chaque absence, chaque mot négligent, chaque appel sans réponse, nous avait menés ici. Ils me regardaient maintenant comme s'ils voyaient une étrangère. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Je n'étais pas la femme qui avait passé des années à se plier en forme de plus en plus petite pour s'adapter à leurs besoins. Je n'étais pas la mère qui attendait au téléphone, désespérée d'avoir un peu d'attention. Je n'étais pas la grand-mère qui affichait un sourire tout en se sentant invisible lors des réunions de famille. J'étais Margaret Campbell, 68 ans, veuve, infirmière, amie, survivante. Et maintenant, l'architecte de mon propre héritage. Sarah s'est finalement levée, des larmes brillant dans ses yeux, mais la colère rigidifiant sa colonne vertébrale. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps
pour tout assimiler. Derek a marmonné quelque chose à voix basse, quelque chose de cruel et lâche que j'ai choisi de ne pas saisir. Ils sont partis sans un mot de plus. La porte s'est refermée derrière eux avec une finalité qui ressemblait moins à une fin qu'à un commencement. Teresa a rangé les documents avec une efficacité professionnelle, s'arrêtant seulement pour poser une main chaude sur mon épaule en partant. Je suis restée assise seule pendant longtemps après cela, la lumière du soir projetant de longues ombres à travers le salon. Je ne me sentais pas triomphante, je ne me sentais pas justifiée. Ce que je ressentais, c'était la paix. Le genre de paix qui vient de savoir qu'on a dit la vérité, non pas avec des mots, mais avec des actions. Le genre de paix qui vient de ne plus mendier d'être vu, mais de se voir clairement et de décider que c'était suffisant. Dehors, les rosiers ondulaient doucement dans la brise du soir, sauvages et beaux, indomptés et prospères. Et moi aussi. Le matin après la lecture du Testament s'est levé, frais et lumineux, le genre de journée qui portait un soupçon d'automne, même si l'été s'accrochait encore au calendrier. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude, la maison baignée d'un silence inhabituel mais bienvenu. Il n'y avait pas de rendez-vous à tenir, pas de conversation tendue auquel me préparer, pas d'obligation qui planait au-dessus de ma tête. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que la journée m'appartenait entièrement. Je me suis préparé un pot de café, fort et noir, exactement comme Harold l'avait toujours aimé. Je l'ai bu lentement sur le porche, enveloppé dans un pull léger, regardant la lumière ramper à travers le jardin. Les rosiers dansaient dans la brise, sauvages et insouciants des sécateurs ou des attentes. Ils poussaient pour eux-mêmes, pas pour l'approbation de quelqu'un d'autre. Je me suis dit que je pouvais peut-être apprendre quelque chose d'eux après tout. L'amertume que j'avais espéré ressentir n'est jamais venue. Au lieu de cela, il y avait une étrange douceur dans la solitude. Je n'avais plus besoin de justifier mon existence à des personnes qui avaient traité mon amour comme une obligation plutôt qu'un cadeau. Je n'avais plus à mesurer ma valeur en fonction de mon utilité pour eux. J'avais retiré les couches de compromis silencieux, les négociations constantes, pour un peu de considération, et ce qui restait était quelque chose de beaucoup plus solide que ce que j'avais prévu. C'était moi. Entièrement, sans remords, moi. Plus tard, ce matin-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune et j'ai fait une liste. Pas une liste de corvées ou de courses, mais une liste de choses que je voulais faire, simplement parce qu'elles faisaient vibrer mon cœur. Faire du bénévolat à la bibliothèque à nouveau. Faire un voyage de week-end à Cannon Beach. Adopter un chien plus âgé qui avait besoin d'un foyer calme. Apprendre à peindre, même si les toiles s'avéraient horribles. Aller au marché de producteurs du dimanche, sans me presser. Organiser un club de lecture pour les dames du quartier qui étaient tranquillement devenues une nouvelle sorte de famille au cours des derniers mois. La liste s'est allongée au fil des heures, et avec chaque nouvelle ligne, l'espace en moi s'est agrandi, chassant les dernières traces persistantes de chagrin. En début d'après-midi, j'ai appelé Carol Simmons, et je l'ai invitée à déjeuner. Elle est arrivée dans l'heure, un bouquet de fleurs sauvages dans une main et une boîte de beignets dans l'autre. Nous avons mangé sur le porche, riant, en racontant des histoires de notre époque d'infirmières, nous émerveillant de la façon dont la vie pouvait être étrange et merveilleuse quand on arrêtait enfin d'essayer de la modeler pour qu'elle corresponde aux attentes des autres. Carole m'a demandé si j'avais des projets pour le week-end. Je lui ai dit que je pensais aller sur la côte, respirer l'air salin,
peut-être même tremper mes orteils dans le Pacifique froid si je me sentais assez courageuse. Elle a souri et a dit qu'elle viendrait avec moi si ça ne me dérangeait pas d'avoir de la compagnie. J'ai réalisé que ça ne me dérangeait pas du tout, non pas parce que j'avais besoin de quelqu'un pour remplir l'espace à côté de moi, mais parce que je choisissais enfin qui partageait ma vie, au lieu de supporter quiconque s'y trouvait par défaut. Alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel, j'ai marché lentement, à travers la maison, touchant les photographies encadrées sur la cheminée, les accoudoirs usés du fauteuil préféré d'Harold, la courte pointe rapiécée, drapée sur le dossier du canapé. C'étaient les vestiges d'une vie bien vécue, pas un musée de regrets. Je ne me sentais plus piégée par eux. Au lieu de cela, ils manqueraient à une histoire que je devais honorer, pas à enterrer sous la négligence des autres. Dans les jours qui ont suivi, Sarah et Derek ont envoyé quelques messages de plus, hésitants, tendus, maladroits tentatives pour trouver un appui sur un pont qui n'existait plus. J'ai répondu quand j'en avais envie, avec gentillesse, mais sans urgence. Je leur souhaitais bonne chance, en silence et sincèrement. Mais je ne me pliais plus en forme douloureuse pour accommoder leur malaise. Je n'étais pas cruelle, j'étais simplement libre. Libre d'aimer sans être tenue pour acquise. Libre de donner sans me vider. Libre de vivre les années qui me restaient avec la même tendresse farouche que j'avais autrefois réservée à tout le monde, sauf à moi-même. Un soir, quelques semaines plus tard, Carol et moi nous sommes tenus au bord de la plage à Cannon Beach. Le sable humide était frais sous nos pieds. L'océan s'étendait vaste et sans fin devant nous. Le vent fouettait nos cheveux, emportant les derniers restes déchirés de la vieille vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément, laissant l'air salin remplir mes poumons, laissant le rugissement constant des vagues noyer chaque voix qui m'avait dit que j'étais trop ou pas assez. Quand j'ai rouvert les yeux, le monde me semblait plus vif, plus lumineux. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue. Ce n'était pas la vie que les autres avaient imaginée pour moi. C'était la vie que j'avais choisie, un pas courageux à la fois. Et elle était belle. Alors que Carol riait et montrait du doigt un groupe de chiens qui couraient le long du rivage, projetant des jets de sable argentés, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement survécu à la solitude, à la trahison, à l'abandon. Je les avais transcendés. J'étais devenue quelque chose de plus fort, quelque chose de plus sage, quelque chose d'incroyablement, de magnifiquement entier. Et debout là, avec l'océan qui chantait sa chanson sans fin devant moi, je me suis promis que je ne demanderais plus jamais la permission d'être heureuse. Je vivrais, pleinement, farouchement, à mes conditions.